Une vie, une œuvre, bonjour et bienvenue. Nous revenons aujourd'hui sur la figure du philosophe Paul Ricoeur, 1913-2005. Une scène symbolise l'incompréhension qui a touché Paul Ricoeur et la longue désaffection pour son œuvre en France. C'est en 1970, un étudiant gauchiste de Nanterre, l'université dont Ricoeur était le doyen, coiffe le philosophe d'une poubelle, point d'orgue de ses difficultés récurrentes, avec notamment les structuralistes puis les étudiants de 68. C'était faire peu de justice pour l'homme qui avait pourtant défendu Daniel Cohn-Bendit 2 ans plus tôt devant la commission disciplinaire, laquelle devait statuer sur le renvoi de Dany le Rouge. Suite à ce célèbre incident, Ricoeur devait démissionner et quitter la France plusieurs années pour enseigner en Belgique puis aux États-Unis, où son œuvre connaîtra un très grand retentissement, comme c'est encore le cas aujourd'hui, de même qu'en Amérique latine notamment. Françoise Estève et Anne-Pascale Desvignes approfondissent aujourd'hui cette thématique et en explorent bien d'autres dans ce portrait d'un humaniste impliqué dans tous les grands débats qui ont marqué le siècle dernier. Je veux dire qu'il ne faut pas lâcher prise. Il faut aller jusqu'au bout. Je me rappelle que c'était le premier conseil philosophique que j'ai dû recevoir de mon maître d'Alpiès quand j'étais en classe de philosophie, qui me disait « Ne pas avoir peur, aller droit toujours à la difficulté, à ce qui vous embarrasse le plus, ne pas contourner l'obstacle, l'aborder de front et ne pas lâcher prise. » Et je crois l'avoir fait jusqu'à un certain point, en face de pensées qui me mettaient radicalement en cause, ce que j'ai appelé à un moment donné, ce terme a été repris par d'autres, les herméneutiques du soupçon, que ce soit Freud, que ce soit Nietzsche, que ce soit Marx, enfin ce vis-à-vis avec les meilleurs adversaires est quelque chose d'absolument important. Et donc là, il y a un élément de contrainte, oui, celle de ne pas fuir, de laisser jouer l'action corrosive en soi-même de ces œuvres hostiles, de façon à réveiller en soi-même les ressources les plus profondes de riposte. Je dirais qu'il faut se porter à la hauteur de ses meilleurs adversaires. Et c'est la façon de leur rendre hommage et en même temps de croître en soi-même. Paul Ricoeur, c'est le courage de la pensée, affronter l'obstacle. C'est une position de riposte, une stratégie de combat, être toujours dans une tension. Oui, ça caractérise tout à fait son geste philosophique et qui va à l'encontre un peu de l'image qu'il peut avoir dans le public, qu'il a eu pour certains, d'un penseur œcuménique, qui relie un petit peu des positions contradictoires, qui atténue les contradictions, qui essaye de les dépasser en édulcorant comme cela les positions des uns et des autres. Or, la position de Ricoeur est justement de prendre les extrêmes et de les mettre en tension. Des pôles, en montrant en général, et c'est un geste qui va l'accompagner toute sa vie, en montrant que car c'est une philosophie qu'on peut caractériser comme une philosophie de l'aporétique, des impasses, et de penser ces impasses-là, de les intégrer dans le monde de la pensée, c'est de montrer comment, finalement, il faut tenir les deux bouts de la chaîne.
La pensée de Ricoeur, c'est une pensée qui est toujours en tension. Pour lui, le conflit est une structure fondamentale déjà de la société et de la pensée. Et il pense, dites-vous, Olivier Abel, très souvent des choses qui ne pourraient pas normalement être pensables ensemble. Oui, en fait ce qui l'intéresse, c'est pas d'être droit, c'est très stoïcien, on trouve ça chez Marc Aurèle. C'est l'idée de se corriger mutuellement. Les grandes pensées ne doivent cesser de se corriger encore mutuellement. Il faut corriger Kant par Hegel, il faut corriger Hegel par Kant, il faut corriger Platon par Aristote, corriger Aristote par Platon. Les grandes pensées n'ont cessé il les fait converser dans un travail perpétuel de correction mutuelle. Et de la même manière, entre les grands thèmes de la pensée, par exemple la justice et l'amour, la justice sans l'amour, elle devient utilitariste. L'amour sans la justice devient n'importe quoi. C'est une sorte d'envolée qui décolle, qui plane complètement au-dessus des réalités, des échanges humains et donc des obligations de réciprocité. Donc voilà, il y a une sorte de correction mutuelle et tous les grands thèmes dans la pensée de Ricoeur viennent opérer cette tension vive et cette correction mutuelle qui me semble être vraiment le cœur de son geste, en effet. Ricoeur, c'est quelqu'un Olivier Mongin, qui n'en finit pas de réfléchir avec d'autres disciplines que la sienne. Alors, toujours philosophie et non philosophie. C'est-à-dire que dans toute une époque, il va travailler sur l'anthropologie. C'est Lévi-Strauss, à la grande époque du structuralisme. Il y a un très grand débat dans la revue Esprit qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Il va discuter donc avec les anthropologues, avec les linguistes, et puis progressivement, mais j'insiste pas là-dessus, il va discuter avec les historiens, avec les gens de la littérature, ça c'est en RSI. C'est-à-dire il y a toujours cette capacité, cette nécessité. C'est même pas une espèce de vertu du dialogue, c'est une nécessité. Le dehors est déterminant pour réfléchir. Autrement dit, la vérité se fait en commun. Je ne peux pas dire que j'ai la vérité. Là c'est un mot de mon vieux maître Gabriel Marcel, on peut dire tout au plus, j'espère être dans la vérité, présentant la vérité comme un milieu de lumière, beaucoup plutôt qu'une possession dont on dispose. La vérité, que j'appelle souvent chez lui la vérité tensive, tient justement dans le fait de penser jusqu'à l'extrême un pôle et un autre. Il n'y a pas avec lui de happy end. Il n'y a pas non plus de savoir absolu sur lequel on pourrait se reposer. Non, il y a chez lui une interrogation constante. C'est un philosophe, et c'est là toute son actualité, c'est un philosophe qui met en position méta-historique, je dirais, l'interrogation philosophique. Je dirais que j'appartiens à trois traditions. Je dis la tradition grecque. Aristote est toujours présent dans mon livre, et c'est à Aristote finalement que j'ai emprunté cette formule du désir ou du souhait profond d'une vie accomplie. C'est le début même de l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Mais je suis aussi sur le philum, comme on a dit, judéo-chrétien, où je trouve déjà dans le Lévitique la première formulation de la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te soit fait. Mais on trouve des équivalents de la règle d'or dans la sagesse grecque et peut-être dans la sagesse de tous les pays. Et puis, j'appartiens à une troisième tradition qui est la tradition critique. La tradition critique, celle de Socrate, si vous voulez, mais celle de la Renaissance, et puis celle des Lumières. Et moi, je me sens l'héritier de ces trois héritages, gréco-latin, judéo-chrétien et Renaissance-Lumière. C'est une confrontation et un dialogue, mais qui ne débouche pas sur une synthèse, qui est toujours vers l'ouverture du sens, la pluralité des sens. Oui, c'est une dialectique sans synthèse, c'est une dialectique brisée, une dialectique ouverte. C'est plus proche d'ailleurs d'une certaine manière des dialogues de Platon. Moi, très souvent, pour moi-même, je ne vais pas en faire, je lis Ricoeur comme, en même temps que Platon, quelqu'un qui pense l'ordre philosophique. Et alors, Platon, ce qui est très fort chez Platon, c'est qu'il met en scène
Protagoras, par exemple, ou Socrate, ou etc. Il organise ou Parménide, le vieux Parménide avec le jeune Aristote, ou avec etc. Et donc, c'est des dialogues en même temps très très magnifiquement croqués. On va dire. De la même manière, chez Ricoeur, quand il met en scène Lévinas dialoguant avec Heidegger, ou Kant dialoguant avec Hegel, ou encore des choses complètement anachroniques, Augustin qui dialogue avec Aristote, alors, c'est là qu'on voit c'est vraiment sa force, c'est qu'il les convoque sous une question vivante qui crée une structure de conversation vivante entre ces auteurs qui souvent n'avaient rien en commun, quoi. Donc ça, c'est vraiment la force de Ricoeur. Alors, il y a un dialogue, mais c'est un dialogue qui se termine, je dirais, qui n'a pas de fin. C'est pas un dialogue qui vise à obtenir quelque chose. Et Ricoeur, dans tous ses grands livres, il construit quelque chose, et après, comme Pénélope, il le redéfait. Le Temps et Récit, les conclusions de Temps et Récit, elles sont longues, elles font 60 pages de déconstruction de tous les résultats qu'il a obtenus dans Temps et Récit. Il montre toutes les apories, dit-il. Et ça c'est très platonicien. C'est très philosophique, en fait, au fond. Étant orphelin de père et de mère, élevé par des grands-parents, donc séparé d'eux par 2 générations. J'ai été un enfant plongé dans la lecture extrêmement tôt, absent des jeux habituels des enfants et des adolescents, et donc porté à la spéculation. Donc mon père est tué à la Première Guerre mondiale en 1915, alors qu'il était déjà veuf d'une année de sa femme, ma mère, qui était morte quelques mois après ma naissance en 1913. Alors ceci est important parce que une marque spéciale a été mise sur la figure paternelle absente. Mon père, considéré comme un héros de la Première Guerre mondiale, j'étais élevé dans le souvenir donc d'un père absent et d'une certaine façon exigeant par son absence. Mais cela était, vous m'avez parlé d'errance. Je veux dire tout de suite quelle a été ma première errance. Ça a été précisément par rapport à la figure de mon père, car dès l'âge de 11 ans, je crois, 12 ans, j'ai, par la rencontre de catholiques pacifistes, je suis arrivé à la conviction que la Première Guerre mondiale, non seulement avait été un scandale, mais un crime de la part de mon propre pays. Alors, ceci, je le classe dans les errances parce que, d'abord, ça l'a fait bouger considérablement la figure paternelle, mais aussi inscrit ma réflexion naissante à travers les romans, à travers les lectures privilégiées qui ont toujours été pour moi Dostoïevski, Shakespeare. Bon. C'était aussi l'entrée du politique comme une exigence morale de compréhension du monde dans lequel j'étais et de moi-même situé dans ce monde. Si bien que le politique qui apparaît très thématiquement, on le dira surtout dans mes derniers écrits, était présent très très concrètement dans ma vie, j'oserais dire dans ma chair. Ricoeur est un homme de 1914, c'est-à-dire c'est toute cette génération qui a pris la violence de l'histoire dans les tranchées. Olivier Mongin. Ricoeur va écrire beaucoup de choses progressivement sur le fait que le XXe siècle commence dans les tranchées en 14. Vous savez, il y a toute une réflexion en France, même chez les historiens, qui consiste à dire le XXe siècle il a commencé en 1914, parce que c'est là où on a pris la violence de l'histoire. On ne se rend pas compte des effets que ça a pu avoir. Mais je pense que le pacifisme de Ricoeur, il ne s'agit pas de le justifier ou de ne pas le justifier, il s'agit de comprendre qu'il a un sens historique et personnel extrêmement profond. Le problème, c'est de répondre au nihilisme. Qu'est-ce que c'est que le nihilisme ? C'est il n'y a plus de valeur de la valeur. Ce n'est pas uniquement la mort de Dieu, c'est le fait qu'il n'y a plus de valeur de la valeur. Donc la question du philosophe aussi, c'est cette question-là, de réfléchir
aussi ce qui peut répondre sur le plan des valeurs. Il reçoit une éducation assez austère, milieu calviniste, et très vite, il se tourne vers les études, il s'immerge dans les livres, et c'est cela, cette première filiation, c'est la lecture, la culture. Oui, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a là, chez lui, François un Dos. geste. Vous savez que sa philosophie est très marquée par la question du texte. Il dira d'ailleurs, je disais qu'il avait beaucoup d'humour, qu'il est un obsédé textuel. Donc, il y a le texte qui est un peu un tenant-lieu du monde et de cette famille qu'il n'a pas eue, de cette question de la filiation qui est problématique chez un orphelin comme lui. Donc, il y a eu là un sentiment à la fois de substitution de la souffrance corporelle par le texte et une échappée dans la culture, et une volonté d'être présent à son temps, d'être extrêmement vigilant, clairvoyant, de discerner ce qui se passe et d'être... C'est aussi cette part chez lui chrétienne, de protestant très engagé, mais très engagé politiquement aussi. Il est vrai que pour Ricoeur, l'acte de lecture, Michael Fessel, que ce soit d'ailleurs la lecture de la philosophie pour elle-même, mais aussi la lecture des romans, la lecture de la poésie, la lecture de l'histoire, l'acte de lecture n'est pas simplement instrumental. Je veux dire, on ne lit pas simplement pour lui au sens où on s'instruit pour ensuite retrouver en quelque sorte le monde. En réalité, la lecture pour lui est constitutive de l'identité subjective. Et par lecture, il ne faut d'ailleurs pas seulement entendre la lecture des textes, mais aussi l'interprétation des signes que l'expérience nous donne. Autrement dit, l'identité narrative pour Ricoeur, cela signifie que cette identité, elle est liée à la capacité qu'a un sujet, d'une part, à se constituer lui-même au travers des interprétations ou des lectures qu'il fait, et d'autre part, et c'est le point le plus important, l'identité du sujet n'est pas donnée d'emblée, c'est pas quelque chose, c'est pas, si vous voulez, il y a une critique constante chez Ricoeur du cogito cartésien, je pense donc je suis, lui ce serait plutôt j'interprète donc je suis, ou je deviens d'ailleurs, mais le deuxième élément étant que le récit et le mode, là encore on retrouve le thème de l'imaginaire, la manière dont je me raconte, dont un sujet se raconte, est la meilleure expression, l'expression peut-être la plus adéquate, mais en même temps la plus fragile, parce qu'il n'y a jamais qu'un seul récit, la manière la plus adéquate de dire ma propre identité. L'identité du sujet, ce n'est pas une identité que le concept ou que le savoir ou que la science peuvent décréter ou définir, c'est une identité qui est toujours remise en cause par, ou élaborée d'abord, puis remise en cause par la pluralité des récits. C'est une identité en évolution permanente. Oui, Ricoeur oppose ce qu'il appelle l'identité idem. Là, le modèle, c'est le caractère. Je suis toujours identique à moi-même, par-delà les transformations du temps ou les accidents de la vie. Et puis, ce qu'il appelle l'identité ipsée, l'ipséité, c'est-à-dire une identité qui n'est pas, dont le modèle est la promesse. C'est plus le caractère, je ne change pas en dépit des altérations du temps, mais je me tiens comme celui qui promet, s'engage à être demain à la hauteur de ce qu'il a promis aujourd'hui. Donc évidemment, cet engagement à travers la promesse, qui n'est qu'un symbole pour exprimer l'identité narrative, cet engagement est un engagement qui renvoie plus à la liberté du sujet qu'à une espèce de substance qui resterait identique à elle-même. Donc l'identité narrative, de ce point de vue, c'est une identité effectivement mouvante en quelque sorte, évolutive, même si c'est évidemment paradoxal de parler d'une identité évolutive, mais elle est évolutive tout simplement parce qu'elle est prise dans le temps et que pour Ricoeur, le temps n'est pas quelque chose de tout à fait de secondaire, comme dans la tradition métaphysique où on peut dépasser en quelque sorte le temps pour retrouver l'éternité par le monde, dans le monde des idées par exemple. Le temps est véritablement le constitutif de la condition humaine et il reprend très souvent cette
cette sagesse grecque. Déjà, Aristote disait « le sens d'une vie ne pourra être défini qu'à la mort du sujet ». C'est-à-dire que jusqu'au dernier instant de vie, tout du moins, une identité n'est pas fixée, elle demeure à la charge de celui qui non seulement vit sa vie, mais la raconte. Il n'y a pas un concept, il y a des concepts. Il y a des concepts, notamment, par exemple, le concept du soi, qui va correspondre d'ailleurs avec un livre, Soi-même comme un autre. Le concept du soi est majeur dans le rapport, justement, du moi à l'autre. Or, l'actualité d'un Ricoeur, c'est, et je redis là ce que je disais au départ, de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est de dire, non, c'est le moi et l'autre, c'est le moi et la structure, c'est ce double pôle qu'il faut tenir. Le soi, c'est la traversée du moi, du même, de la mêmeté dans le temps et dans la rencontre avec l'autre. C'est un moi qui s'altère, qui se transforme par sa traversée du temps et sa traversée de la rencontre avec l'autre qui est l'altérité. Donc dans ce parcours, le soi n'est plus le moi. Mais c'est donc une dialectique entre les deux, entre le moi et l'autre. Mais aussi, c'est l'oiseau hegelien, puisque Hegel dit à la fin de la préface de la philosophie du droit que la philosophie, c'est la chouette de Minerve qui se lève au coucher du soleil, voulant dire par là que le philosophe comme tel n'est pas prophète. Il ne fait qu'engranger le sens qui est déjà advenu, rassemblé derrière lui, et c'est lorsque, dit Hegel, n'est-ce pas, une période c'est sur le point d'être close que le philosophe peut peindre gris sur gris, et donc il est plutôt l'homme du révolu que l'homme de l'espérance. Mais enfin, c'est une contradiction qu'il faut vivre. Je pense qu'effectivement, la réflexion philosophique comme telle n'est pas prophétique. Elle est comment dirais-je, elle rassemble du sens déjà là. Et en sens, on pourrait la dire traditionnel, si on entend par tradition, l'accumulation d'héritages qui font sens. Et alors, à nous, après ça, de les projeter par l'action, les engagements vers le futur, mais alors ça, c'est la pratique de la vie, mais non plus peut-être la réflexion philosophique. Pour Paul Ricoeur, la philosophie, elle vient toujours un peu après coup. Elle vient toujours un peu en retard. Olivier Abel. Il y a un décalage. Elle vient pour réfléchir à quelque chose qui est déjà là. Elle n'est pas là pour annoncer, pour préfigurer, pour ça. Elle laisse ça peut-être au prophète, peut-être au poète aussi, d'abord. Hein, plus la dimension poétique, d'ouverture vers le possible. Non, le philosophe, il vient déjà, il disait quelque part, nous survenons au beau milieu d'une conversation qui a déjà commencé et dans laquelle nous nous orientons avant d'apporter à notre tour notre contribution. Donc il y a quelque chose qui est déjà là. On arrive dans une conversation qui a déjà commencé avant nous. Et pour Ricoeur, il faut d'abord lire. Avant d'écrire, il faut lire. Et notre écriture n'est faite que de la reprise des écritures antérieures. Donc des interprétations. Des interprétations. Il faut recommencer autrement peut-être. On forme une tradition. Il y a une tradition. Il y a des traditions de toutes sortes. C'est le fait que, oui, ça, on est sur un sol qui est déjà là. La tradition, c'est pas seulement quelque chose que nous cultivons, c'est d'abord quelque chose que nous reconnaissons. Nous sommes infiniment endettés envers quelque chose qui est déjà là, avant nous. Il me semble que ce qui est important chez Paul Ricoeur, c'est qu'il a systématiquement ou presque décidé d'aborder un certain nombre de problèmes très importants à la fois pour la philosophie et pour son temps. Le problème du mal, le problème de la subjectivité, le problème du temps, le problème de l'histoire et de la mémoire. Il les a toujours abordés, je dirais, en multipliant les détours. Michael Fussell. C'est-à-dire non pas de manière frontale et directe à l'aide d'une philosophie qui serait déjà constituée, une méthode philosophique qui serait
déjà achevé avant même de s'appliquer, mais en s'interrogeant sur la manière dont un certain nombre de textes, un certain nombre de récits, un certain nombre de mythes mettaient en scène ces questions de la temporalité, de la mémoire et du mal et de l'histoire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le fondement de sa propre méthode, qui est à la fois phénoménologique et herméneutique, c'est que ce qui l'intéresse, c'est d'abord, je crois, c'est la manière dont les hommes interprètent leur propre existence et surtout dont cette interprétation de l'existence des hommes se retrouve, dont la philosophie peut reconstituer cette interprétation dans des textes qui sont le plus souvent des textes imaginaires. Moi, ce qui me semble être la question directrice ou le fil directeur, en tous les cas dans l'œuvre de Ricoeur, dont on dit souvent qu'elle est un peu éclatée, le fil directeur, ça me semble être cette question de l'imagination. Et la grande originalité de Ricoeur dans ce domaine, même dans l'histoire de la philosophie en général, c'est qu'il a considéré que l'imagination était une puissance et pas simplement une faculté de l'erreur ou de l'illusion, que s'imaginer un réel, c'était en quelque sorte le comprendre, le mettre en forme, le mettre en scène, et pas simplement le déformer. Il va tout de suite, très jeune, il est né donc en 1913, on célèbre cette année son centenaire. Très jeune, il va, dans ce tourbillon de ce qu'on a appelé les années 30, l'esprit des années 30, se tourner vers une revue assez curieuse de révolutionnaires spiritualistes chrétiens. Vous avez dans cette revue à la fois des catholiques et des protestants qui ont en commun le fait d'être révolutionnaires. Et cette revue, qui s'appelle Terre Nouvelle, a sur sa couverture un demi-planisphère avec la faucille et le marteau, la croix, qui est pourtant abandonnée par un certain parti aujourd'hui, et la croix du Christ. Donc la croix, la faucille et le marteau, deux pays rouges, l'Union soviétique et la France. Et donc il y a là quelque chose qui nous apparaît évidemment à distance comme un peu ésotérique, mais qui fonde un engagement à gauche de Ricoeur et en même temps un engagement chrétien de constante présence à son temps et de réponse aux défis du moment, et notamment aux défis de l'événement. D'abord l'événement qu'il a traversé, qui lui a fait perdre son père, et qui va l'amener à une certaine cécité. Tout en étant engagé, il s'engage dans la revue Esprit, auprès de Mounier, etc. Il est très pacifiste. Et il va être très pacifiste. Et il va être pacifiste au point de l'aveuglement. Son pacifisme extrême va intellectuellement le démunir par rapport à ce qui va se passer. Pourtant prévenu par un certain nombre de ses amis, car tout le monde n'a pas été munichois, il avait quelques amis anti-munichois, comme André Philippe, etc., qu'il a prévenu un peu des dangers de ce que représentait le nazisme. Alors ensuite, il a été envoyé dans un camp, fait prisonnier, envoyé dans un camp, ce qui n'était pas un camp de la mort, qui était un camp pour officiers français, un oflag, qui a permis aux prisonniers français qui étaient là de mener une activité politique, intellectuelle, plutôt intellectuelle, religieuse, confessionnelle, etc. Au point qu'il y avait même une université. On donnait des diplômes dans ce camp. Et il a pu mener un travail intellectuel pendant la guerre, puisque il a été dans ce qu'on a appelé un stup, qui était la popote des philosophes. Il n'y avait pas que des philosophes dans sa popote, mais il y en avait en effet, notamment un qu'il va retrouver, qu'il va recruter à Nanterre, qui est Michel Dufresne, avec lesquels ils vont faire un livre à ce moment-là sur Jaspers. Et c'est aussi dans ce camp qu'il va, alors que c'est interdit, c'est un auteur dont les origines à moitié juives font que c'est un auteur inscrit sur une liste d'interdictions, il va traduire les idéennes de Husserl en cachette. Le sens dont nous pouvons vivre, qui tout à la fois nous crée et que nous créons, est
constamment la lutte contre le non-sens et l'absurde. Donc pour moi, c'est ça ce que j'appelle l'espérance, c'est de croire qu'il est toujours possible de déployer une ligne de sens dans une situation d'absurdité. Alors, la philosophie de Ricoeur s'ancre d'une certaine façon dans l'expérience du mal, à la fois le mal personnel, l'expérience du mal collectif qu'il a traversé pendant la guerre et une orientation vers la puissance de la vie. Il parle quelque part d'une orientation vers le oui des choses mêmes. C'est très curieux comme formule. Il y a une sorte d'approbation, d'affirmation originaire. C'est un thème qui vient de Nabert, mais qui vient aussi de Nietzsche, qui vient aussi peut-être de Spinoza, persévérer dans l'être, enfin qui est quelque chose de plus, dont je pense qui s'est en quelque sorte d'autant plus renforcé que ça a rencontré le désastre, le malheur, le chagrin de la petite enfance, du deuil du père et de la mère, du deuil de la sœur aînée, de deuil. Il a été entouré de deuil. Bon. Mais aussi, bien sûr, après la guerre, la découverte de l'ampleur du désastre de la guerre, de la Shoah. Et je pense qu'on le voit après la guerre au Chambon, relire Rilke, par exemple, les élégies à Duino ou les sonnets à Orphée, ou lire Goethe, Le monde est bon. Il faut sentir le caractère paradoxal de dire quand même le monde est bon. Être ici est une splendeur. Être ici est une splendeur, mais de l'autre côté de la mort. Et voilà, être ici une splendeur, alors qu'on a Orphée a perdu Eurydice. C'est quelque part, il y a quelque chose. C'est Orphée qui revient à la vie de l'autre côté de la mort. Et il faut sentir la profondeur du deuil qui rend possible de formuler « être ici est une splendeur », qui je pense est une formule difficile à entendre. Et je pense qu'on pourrait même lui reprocher, de dire « mais comment est-ce que toi, en 50, tu es de l'autre côté de la guerre, il y a tous ces gens qui sont morts, et toi tu dis être ici est une splendeur, comment est-ce que tu peux oser dire une chose pareille ?» Je pense qu'il faut mesurer que pour lui, ça va avec ce qu'il appelle la timide espérance. Il y a ce monde tel qu'il est, on ne peut pas consentir à ce monde tel qu'il est. Il faut se battre contre l'injustice, il faut se battre contre le mal. C'est ça qu'il ne va plus jamais oublier, c'est qu'il faut aussi instituer le politique. Donc on ne pourra plus être simplement un pacifiste en marge de l'histoire, une belle âme qui regarde passer. Il faut penser l'institution, il faut penser comment les hommes vivent ensemble pour se faire les uns aux autres le moins de mal possible. Bon, il faut penser cela. Ça, c'est vraiment la pensée du politique. Et c'est à travers tout cela, c'est parce qu'il pense tout cela que sa formule d'être ici une splendeur formule quelque chose comme une espérance qu'on peut quand même un peu modifier ce monde, que ce monde n'est pas fini. Il a une formule magnifique, il dit agir fait que le monde n'est pas fini. Si le monde est la totalité de ce qui est le cas, une formule presque analytique, eh bien agir fait que le monde n'est pas fini. Je me trouve toujours dans des situations conflictuelles, fondamentalement conflictuelles. Et c'est un de mes accès à la philosophie, d'exercer une sorte d'arbitrage entre des exigences et des propositions de sens et des prétentions à la vérité, donc de ces voix qui ne sont pas naturellement symphoniques, mais dont j'essaye de faire au moins un contrepoint qui est moi-même. Alors certains le présentent comme un philosophe qui présente la pluralité des pensées. Pas du tout. En même temps, il y a le travail de forage. Il y a le travail de forage de sa singularité, de sa position philosophique. François Doss. Qu'il construit avec les uns et les autres, mais qui est fondamentalement à la croisée, je dirais, de trois courants, de trois fleuves, qui sont le fleuve de la philosophie réflexive française, de la tradition réflexive française, qu'il découvre très tôt, le fleuve de ce qu'on appelle la philosophie continentale, celle qui vient et qui sera la phénoménologie, l'herméneutique, Husserl, Heidegger, dont il se fera, surtout Husserl, l'introducteur en France et le traducteur. Et puis, parce qu'il enseignera à Chicago pour un long moment, l'introducteur de tous ces textes qui, pour beaucoup, ne sont pas traduits en France, de la philosophie analytique, et qu'il
discutera dans son séminaire de la rue Parmentier et qu'il fera connaître dans ses ouvrages, Soi-même comme un autre, Temps et récit, dont il donnera un peu une exégèse et un regard à la fois d'accompagnement et critique dans ses livres et qu'il fera connaître en France. Donc ces trois courants, il en fait un peu la synthèse, mais en même temps, il fore, quelque chose qui lui est singulier, qui lui est spécifique, et qui est d'analyser ce qu'est la capacité, je dirais, de l'homme. Comment faire en sorte, en tant que philosophe, d'aller dans le sens de l'homme capable, de l'homme de plus en plus capable. Comme il avait beaucoup d'humour, et quand il perdait ses moyens, il disait je suis le philosophe de la capacité, alors que je suis de plus en plus incapable de quoi que ce soit, parce qu'il perdait ses moyens physiques dans les tout derniers moments. Mais alors l'homme capable. L'homme capable, donc c'est la capacité d'agir, la capacité de la mémoire, la capacité d'exercer la justice, la capacité d'écrire, et on retrouve évidemment sa thèse initiale. C'est pas pour dire qu'il n'a pas changé et qu'il n'a pas évolué. Par exemple, en 60, après la symbolique du mal, il va parler de sa greffe herméneutique sur le programme phénoménologique. Mais en même temps, sa thèse s'appelle, le terme est simple, philosophie de la volonté. Donc effectivement, alors que Merleau-Ponty avait fait la phénoménologie de la perception, lui il est dans le domaine de la connaissance, lui est dans le domaine de l'agir. La volonté, confrontée à l'involontaire. Donc la volonté humaine. Et ce point, cette puissance de l'être, ce conatus spinozien, va l'habiter jusqu'à l'extrême, puisqu'il a écrit, vous savez, ce fameux texte sur la vie jusqu'à la mort, jusqu'au dernier moment. Donc, jusqu'au dernier moment, il va affirmer cette volonté de vie, ce qui d'ailleurs le fait résister à Heidegger. Heidegger faisant une part trop grande pour lui à l'être pour la mort. Lui, il résistera à l'être étant et à Heidegger en affirmant constamment cette capacité humaine, sans capacité qui traverse aussi, évidemment, et c'est pour ça que ce n'est pas une version tout à fait gaie non plus, traversant des obstacles, traversant des épreuves, traversant le mal. Et c'est là où, évidemment, on retrouve la traversée historique de l'homme, Ricoeur, qui traverse ce qu'on peut appeler le tragique XXe siècle. Le XXe siècle des massacres. Mais c'est là où ça nous amène peut-être à ce fameux texte de 1957 dans la revue Esprit, qui est lié à un événement, c'est-à-dire l'entrée des chars russes à Budapest en 1956. Olivier Mongin fait un texte qui s'appelle « Le paradoxe politique ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Nous n'avons pas de Ricoeur, un héros qui aurait effectivement tout saisi d'entrée de jeu sur le plan de la pensée politique. Non. Mais ce texte de 1957 est extrêmement important parce que justement, il va découvrir ce qu'on va appeler, nous, après, dans ce qu'on appelle la pensée antitotalitaire, dont au sens strict, Ricoeur n'est pas un représentant. Il va découvrir ce qu'il appelle l'autonomie du politique. À cette époque, l'intellectuel de gauche à la française est quelqu'un qui réfléchit sur le politique comme une espèce de reflet de la situation économique. C'est l'économique qui est toujours pris en compte. On appelle ça les dialectiques, la dialectique à base économique qui permet de penser le pouvoir dépend toujours d'autre chose que de lui-même. Non, Ricoeur va montrer que justement il y a une autonomie radicale du pouvoir politique. Et le paradoxe politique, il est énoncé ainsi: du plus grand bien, c'est-à-dire la possibilité de constituer une communauté politique, c'est Rousseau, c'est le contrat social, peut naître le plus grand mal, c'est-à-dire l'abus du pouvoir et la domination. Donc on voit très bien que c'est ça le paradoxe politique. Il ne s'agit pas de dire que le politique c'est nécessairement la domination, comme on peut le dire un peu aisément. Il ne s'agit pas de dire non plus le politique c'est la communauté rousseauiste affirmée. Non, le politique, justement, et c'est là où est l'action et où est l'aporie de l'action, il est toujours en tension entre cette responsabilité de créer une communauté politique, je dis bien politique, de citoyens,
Ce n'est pas une communauté communautariste, c'est une communauté de citoyens. Mais cette communauté de citoyens, elle passe par une représentation qui est celle du pouvoir, et le pouvoir peut se retourner contre la communauté de citoyens. Voilà, donc là, on a une réflexion qui va partir dans plusieurs directions, soit celle de la communauté, du contrat social, où il va retrouver par exemple Hannah Arendt, soit du côté du pouvoir, où il retrouve Machiavel, où il retrouve Marx, etc. Mais vous voyez bien que chez Ricoeur, c'est toujours cette même tension. Du plus grand bien peut naître le plus grand mal. Mais Ricoeur ne met pas sur le même plan le bien et le mal, et ça on va le trouver dans toute sa pensée. Chez Ricoeur, il y a toujours une espèce on pourrait dire, de plus-value ou de surplus du bien. Hein, il y a toujours un surplus du bien qui fait que le mal est là, mais qu'il faut pouvoir y répliquer, y riposter. Le conseil transitoire de gestion de la faculté de Nanterre tiendra une réunion extraordinaire jeudi matin. Depuis quelques jours, le doyen de la faculté, M. Paul Ricoeur, est malmené par certains étudiants. Son bureau a été envahi, il a été insulté, molesté. Des assaillants lui ont même craché au visage et lui ont couvert la tête d'une poubelle. Cela se passait hier après-midi. Georges Leclerc a d'abord demandé à M. Ricoeur, le doyen, si ces incidents étaient le fait d'une majorité ou d'une minorité d'étudiants. Il s'agit d'une infime minorité. Ce sont des gens qui sont tout à fait isolés et qui tentent, en faisant des coups, de ramener l'attention sur eux et, s'il est possible, de provoquer à nouveau un mouvement qui leur serait favorable. Mais leur isolement est total. Cet après-midi, j'ai réuni seulement le bureau de la faculté qui a envisagé les différentes hypothèses qui seront présentées au conseil transitoire de gestion qui se réunira jeudi. Mais notre problème, n'est-ce pas, est de ne pas amplifier l'événement de façon à ne pas donner à ces mouvements extrémistes l'importance qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que vous pratiquez une politique de désescalade? C'est une politique de désescalade, elle est la mienne depuis mon élection et je la maintiendrai coûte que coûte. Mais d'autre part, il y a la réputation de la fonction que j'exerce. Il ne s'agit pas de moi personnellement, mais il s'agit de ma fonction, et il n'est pas possible qu'elle soit bafouée. Alors là, évidemment, j'ai des bien plus mauvais souvenirs à cet endroit-là. C'est un endroit où j'ai été agressé, et moi, je peux dire qu'à un moment donné, j'étais vraiment laissé, j'étais livré. J'étais attaqué dans ce couloir, frappé. Bon, c'est un souvenir extrêmement pénible, mais dont j'avais surtout gardé le sentiment de honte pour l'institution elle-même. C'était moi, pas, puisque c'était en somme pas moi, Paul Ricoeur, c'était ma fonction qui était attaquée. Donc, le fait que... Oui, c'est ça, l'insulte était vraiment à l'institution. Dans les années 60, il s'est confronté au défi qu'était le structuralisme, puisqu'on ne jurait plus dans les sciences humaines que par Lévi-Strauss, par Roland Barthes, par Lacan, par Althusser. Et donc, il y avait là un paradigme ou un regard nouveau qui se donnait comme la modernité, qui était le structuralisme, et qui englobait pas seulement les disciplines des sciences humaines. Tout le monde intellectuel a été porté par cette effervescence. Et je dirais que Ricoeur a traversé le structuralisme. Il l'a traversé du dedans. Il a fait l'effort de dialoguer avec Lévi-Strauss, par exemple. Il a fait l'effort de lire pendant 5 ans. Il s'est consacré au corpus freudien pour sortir en 1965, publier de l'interprétation, essai sur Freud. Pourquoi ? Pour dialoguer avec les psychanalystes. Ce qui lui a valu les foudres de Lacan. Voilà. Là, il n'a pas été payé de retour, on peut dire, parce que Lacan, il y a eu un malentendu, l'a invité à son séminaire. Il a vu Ricoeur qui était au premier rang, donc il en était tout content parce que ce qu'attendait Lacan, c'était la caution du grand philosophe Ricoeur, de ses positions. Et ce qu'il y a, c'est que c'est dans le titre, essai sur, non pas Lacan, sur Freud. Bon. Et qu'est-ce que voit Lacan ? Une ou deux mentions à son nom, mais toute une démonstration
sur l'œuvre de Freud. Et là-dessus, évidemment, il est absolument fou de rage, dénonce ce qu'il appelle une bondieuserie à son séminaire, fait donner sa garde rapprochée. Ricoeur a été très malmené. Et là, il a été à la fois malmené, mais presque accusé, c'était presque diffamatoire, accusé de plagiat, accusé de n'avoir rien compris, accusé d'avoir piqué à Lacan des concepts pour se les approprier alors qu'il n'avait rien compris à ces concepts. Donc, ça a été terrible. Il en a beaucoup souffert. Et là, oui, je pense qu'il en a à la fois individuellement beaucoup souffert. Il en a beaucoup souffert aussi sur la scène intellectuelle française. C'est-à-dire que lui, qui recevait toutes les thèses les plus modernes, puisqu'il a participé à il venait de créer en 1964 le département de philosophie de cette université tout à fait nouvelle qui sortait de terre, qui était Nanterre. Beaucoup vont de Nanterre à la Sorbonne parce que ça fait partie de la montée vers l'Olympe. Eh bien, non, Ricoeur fait le chemin inverse. Il va de la Sorbonne, où les amphis sont bondés, pour rechercher le dialogue avec de plus petits cercles d'étudiants, et ce dialogue qui lui manquait, qu'il avait connu à l'université de Strasbourg à partir de 1948. Il va à Nanterre faire cette expérience nanterroise en 1964, conscient et prophétisant d'ailleurs que ça allait exploser. Non pas parce qu'il avait fait tourner les tables, mais parce qu'il voyait bien qu'il y avait une insatisfaction là des étudiants par rapport au rapport mandarinal qui était tenu dans l'institution académique. Il recevait donc les thèses les plus hétérodoxes à Nanterre, à diriger. Parce qu'on disait, allez voir Ricoeur, il accepte tout, il est gentil, et puis il est très moderne. Bon. À partir de 1965, au moment où les althusséro-lacaniens l'attaquent avec cette virulence, et au moment où le paradigme structuraliste est presque au fait, puisque c'est 1966 qui est l'acmé du paradigme structuraliste, avec le succès des mots les choses de Michel Foucault, Ricoeur est totalement ringardisé. Il n'est plus que la cible de la risée générale. Risée qui va encore s'accentuer avec l'histoire que connaît tout le monde et qui va intervenir en 70, qui est l'histoire de la poubelle, où il va devenir le doyen de la poubelle à Nanterre, oui. Parce que on ira chercher Ricoeur, parce que là encore, c'est le philosophe gentil qui est capable de dialoguer avec les étudiants, qui a dit du bien de 68, qui a défendu Cohn-Bendit avec Henri Lefebvre et Touraine, et donc on va le chercher. Et on lui met la poubelle sur la tête, et on l'instrumentalise en Raymond Marcellin, pour ne pas le nommer, pour appeler la police, sitôt la banalisation du campus, 187 blessés sur le campus. Bon, et Ricoeur, là, donne sa démission, parce que trop, c'est trop. Et donc... c'est-à-dire que là, il est pris entre deux feux. Il est pris entre deux feux. Oui. C'est-à-dire que les étudiants son bureau ont été terribles voilà. Avec lui, d'une violence extrême. Tout à fait. Son bureau est investi tous les jours. On monte sur la table, ils mettent le feu au rideau, on le chapeaute là d'une poubelle quand il passe dans les... Enfin, c'est violent, c'est pas simplement... Ça, c'est violent, oui. C'est violent. Surtout quelqu'un qui est sans arrêt dans le dialogue. Mais alors, pour vous dire que il va être à ce point ringardisé, considéré comme le philosophe qui n'a rien compris à la structure, qui est resté accroché au sujet, à une philosophie vieillotte, terminée, etc., qu'il va devoir, non pas s'exiler, parce qu'il restera vivre à Châtenay-Malabry, au Mur Blanc, mais effectivement, il va enseigner pendant bon nombre d'années hors de France, à Louvain dans un premier temps, pendant 3 ans, puis aux États-Unis à Chicago, où il va remplacer Tillich à la Divinity School et prendre un poste ensuite au département de philosophie de l'université de Chicago. Mais ce sont des années très très fécondes. Très fécondes, parce que effectivement c'est là où il va se faire l'introducteur
de la philosophie analytique. Mais c'était une époque où Ricoeur était un peu, non pas isolé, mais un peu à la marge. Et puis on retenait de Ricoeur souvent ses textes théologiques extrêmement importants, ses textes sur la Bible, ses textes sur la culpabilité, ses textes sur la foi, la religion. Donc on l'avait baptisé le penseur chrétien, c'était le penseur chrétien, alors que Ricoeur a toujours dissocié la philosophie et ses propres engagements personnels sur le plan de la foi. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écrit des choses tout à fait remarquables sur la Bible, ça qui est son versant, je dirais, protestant, bien entendu. C'est un immense lecteur, et c'est donc aussi un immense lecteur de la Bible, mais Ricoeur était intransigeant là-dessus. Je ne suis pas un penseur chrétien, respectez-moi comme philosophe. C'est par choix et par discipline et cohérence que j'ai tenu de bout en bout la distinction entre éthique et morale, que je crois pouvoir expliquer très simplement. Je veux dire que nous entrons vraiment dans un problème moral lorsque nous sommes en face de normes, d'obligations, d'interdictions. Et alors, en mettant l'éthique avant la morale, je veux dire qu'il y a précisément quelque chose qui précède la norme, l'obligation, l'interdiction. Et ce quelque chose, c'est le désir d'accomplissement, d'avoir une vie accomplie. Je peux me servir du terme d'Aristote de bonheur, mais je tiens beaucoup plus à celui d'une vie accomplie. Et alors, de nouveau, je trouve le rapport avec l'autre, parce que je ne peux avoir le souhait, le désir profond d'accomplissement que dans le rapport d'amitié ou d'amour. C'est pourquoi je définis ainsi l'éthique, le souhait de vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes. Il faut bien, à un certain moment, parce qu'il peut y avoir des conflits moraux, il peut y avoir des situations tragiques dans lesquelles on est pris en conflit entre deux devoirs moraux aussi puissants, aussi exigeants l'un que l'autre et aussi légitimes l'un que l'autre. Créon et Antigone. Créon et Antigone, et justement ça c'est ce qu'il reproche à Kant, c'est de ne pas avoir vu, et il reconnaît à Hegel ce sens du tragique, ce sens d'Antigone, ce sens... Il peut y avoir des conflits moraux, et donc là on doit avoir recours. La règle revient sur l'orientation vers le bon pour ajuster une interprétation en situation qui est celle de la sagesse pratique. Olivier Abel. Mais qui accepte, qui reconnaît l'étroitesse de point de vue de chacun, et non pas en prétendant justement généraliser, trouver un point de vue général, un point de vue juste absolument, mais au contraire accepter notre petitesse, accepter notre vulnérabilité, et de dire ben voilà, dans ces cas-là, le moindre mal c'est plutôt ça. Vers la fin de sa vie, il a passé beaucoup d'énergie auprès de l'Institut des hautes études de la justice pour essayer de penser le droit, et élaborer une véritable philosophie du droit, une philosophie de la Constitution, une philosophie pour venir étayer le politique par ce juridique qui en est en quelque sorte la structure forte. Ouais. Mais qu'est-ce que le juste pour Paul Ricoeur ? Le juste, on peut le prendre là aussi dans les trois acceptions. D'abord, le juste, c'est une visée, une orientation. Alors c'est une répartition, c'est un partage, c'est un sentiment d'endettement mutuel. Ce qui est juste, c'est d'abord de reconnaître combien nous sommes mutuellement endettés. Alors ça, c'est vraiment une sorte de socle de base. C'est la dette par rapport au passé. Par rapport au passé, mais par rapport au présent, au contemporain. Nous devons, nous ne sommes pas quittes. Personne ne peut dire, voilà, c'est fini, je ne te dois rien, je ne dois rien à personne, je dois tout à moi-même. Non, on est endetté. Et la justice consiste d'abord à faire reconnaître à chacun, je dirais, la complexité infinie de son endettement, et qu'il commence par mesurer comment il est endetté. La mémoire, l'histoire, l'oubli, c'est un livre très important pour vous, essentiel, François Doss. Oui, majeur. Bon, voilà. Mais alors, quelle était la position de Ricoeur par rapport précisément à ce fameux devoir de mémoire ? Oui, alors, il y a une phrase que j'aime bien, qui est ça, une des phrases de la page 1 de la mémoire, l'histoire, l'oubli, de Paul Ricoeur, qui est son inquiétude citoyenne. Je reste troublé, dit-il, par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli
L'idée d'une politique de la juste mémoire est à cet égard un de mes thèmes civiques avoués. Bon, alors c'est une phrase qui en dit beaucoup sur la position qui est la sienne, de philosophe, de s'en prendre à l'hubris, à la démesure, aux excès. Le trop de mémoire, mais attention, le trop de mémoire et le trop d'oubli. Comme il le dira dans les commentaires qui seront faits plus tard, on a oublié l'oubli. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prêcher l'oubli contre la mémoire. Ça, c'est un contresens. C'est ce qu'ont fait un certain nombre de gens qui étaient, pour beaucoup, certains inquiets, d'autres mal intentionnés à son égard. En aucune manière, il ne remet en cause le devoir de mémoire. Mais le devoir de mémoire est inclus dans, et ce qui nous est cher à nous historiens, le travail de mémoire. Quand il parle de travail de mémoire, il pense à Freud, au travail de deuil, à cette fonction scripturaire qu'a l'histoire, quasiment de fossoyeur, d'honorer les morts, de dire la dette aux morts. Donc, pas les oublier, au contraire, de les honorer. Bon. Donc, il passe par, et de distinction de deux domaines différents, par nature, qui sont la mémoire et l'histoire. La mémoire étant du côté de la fidélité, et l'histoire du côté de la vérité, ce qui ne veut pas dire que l'histoire c'est le vrai, et la mémoire la fidélité. Ça veut dire que c'est leur horizon d'attente. L'historien tend vers plus de vrai. Mais certains ont été très durs avec Paul Ricoeur en disant que, avec son nécessaire oubli, il voulait occulter la mémoire de la Shoah, par exemple. Oui, alors ça, il y a eu un débat terrible là aussi. Là, on touche quasiment la diffamation et non plus le débat d'idées de la part des gens qui ont vu chez lui l'abandon, qui ont vu de la Shoah le fait qu'il suffirait de laisser les morts enterrer les morts et un devoir d'oubli, pour ne pas dire de ceux qui ont dit que c'était un livre qui essayait de combler ses trous de mémoire personnels sur sa vie. Non, mais ça a été dit. Hein. Donc, ça a été très loin, hein, cette accusation. Or, jamais dans le livre, Ricoeur ne parle de devoir d'oubli. Ça n'existe pas. Je n'attends rien de la suite de l'histoire. Moi, je dirais personnellement que je n'attends qu'une chose, c'est qu'il y aura encore des justes et qu'il y aura des poètes pour dire les justes. Paul Ricoeur, par Françoise Estèbe et Anne-Pascale Desvignes. Autant j'entends le mot plaisir et je le goûte et je le pratique, autant je sais aussi que Nietzsche a raison quand il dit que le plaisir et la souffrance sont des frères jumeaux et que l'on ne peut avoir l'un sans l'autre. Il y a certainement une souffrance de pensée qui accompagne c'est la moitié d'ombre d'une certaine lumière et joyeuse de penser avec les meilleurs. Avec Olivier Abel, professeur de philosophie éthique à la faculté de théologie protestante de Paris, François Doss, historien, Michael Fessel, maître de conférences en philosophie à l'Université de Bourgogne, Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit, et la voix de Paul Ricoeur, archive INA. Vous trouverez sur le site de l'émission la liste des ouvrages publiés par nos invités. Prise de son et mixage, Étienne Leroy, Philippe Etienne, Bruno Mourlan.
C'était Une vie, une œuvre aujourd'hui consacrée au philosophe Paul Ricoeur 1913-2005. Une émission de Françoise Estèbe et Anne-Pascale Desvignes que vous pouvez télécharger pendant 1 an sur notre site. Sachez aussi que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et puis n'hésitez pas à podcaster nos dernières émissions Brodsky, Niemeyer, Fallada ou Cézanne pour ne citer que celle-là. Samedi prochain, c'est du grand réalisateur japonais Yasujiro Ozu que nous parlerons dans une émission de Michel Pomarède. Mais dans un instant, c'est avec Augustin Trapenard que vous avez rendez-vous. Voici le carnet d'or sur France Culture.